Bonjour à toutes et tous, bonjour les amis, bonjour Florian. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Très bien, super. Voilà, Florian, alors, non seulement un sportif de très haut niveau, parce que quadruple champion du monde. C'est ça. Voilà, depuis plus de 7 ans, tu es au C'est ça. sommet de ta spécialité en amateur. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tu fais 4 à 5 heures d'entraînement par jour. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la passion qui t'anime. La deuxième passion, c'est que tu veux aider les gens qui veulent dépasser leur performance physique ou mentale. C'est ça, c'est le coaching, c'est aider les personnes à atteindre un niveau de performance optimale en fonction de leurs contraintes professionnelles, de qui ils sont, de Tout à leurs fait. envies. Alors à la fois dans la nutrition Mhm. et en même temps dans la préparation physique, puisque toi tu fais tout ce qui est marathon, trail, C'est ça. ultra-trail. On va poser quelques questions pour que les auditeurs puissent comprendre un peu la différence. Le duathlon, l'aquathlon, le triathlon, C'est ça. aucun secret pour toi. Voilà. Et troisièmement, l'hypnose, puisqu'on travaille ensemble depuis maintenant 9 mois. Et à la fois que ce soit les techniques d'hypnose rapide, hypnose profonde, avec des techniques de coaching spécifiques, à la fois pour non seulement améliorer les performances, mais aussi dont tu fais pour ceux qui soient des arrêts tabac, les addictions alimentaires, etc. Alors, je voulais te poser des questions parce que je suis toujours passionné quand je te rencontre pour comprendre la physiologie que cela nécessite quand on fait des sports, alors vraiment d'endurance. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer la différence entre les différents standards de triathlon? Voilà. Qu'est-ce qui existe? Voilà. Alors en gros, sur les disciplines enchaînées, il y a plusieurs disciplines. Ouais. Il y a le triathlon qui est l'épreuve reine, donc c'est un enchaînement de natation, de vélo et de course à pied. Ouais. Et après, par rapport à ces trois sports, on décline plusieurs types de pratiques. Donc il y a le duathlon qui est un enchaînement de course à pied et de vélo, Ouais. et l'aquathlon qui est un enchaînement de natation et de course à pied, où du coup le vélo est inexistant. D'accord. Voilà. Donc moi, ma spécialité, c'est les sports enchaînés, donc j'ai pratiqué le triathlon, le duathlon et l'aquathlon. Voilà. Mon premier titre de champion du monde, ça a été en triathlon sur un format demi-Ironman, donc je reviendrai par la suite. D'accord. Et après, j'ai eu 4 titres en aquathlon, donc en amateur, où là, il n'y a plus de vélo et ça m'allait bien, étant donné que le vélo n'était pas mon point fort. Voilà. Dans ta pratique, au niveau où tu es, quels sont les pays qui sont derrière toi quand tu es champion du monde? Quels sont les on retrouve souvent des Anglais, des Allemands, des Australiens, plutôt les pays européens ou anglo-saxons qui sont à la base les pays qui ont développé le triathlon, quoi. D'accord. Le triathlon est né à Hawaï. Ouais, Voilà, Hawaï, c'est ça. Et du coup sur le format Ironman. Et je vais en profiter pour vous présenter les différents types de formats. Donc le triathlon est né par l'Ironman, donc qui est un enchaînement de 3,8 km de natation, 180 km en vélo et un marathon en course à pied, donc 42 km. Ensuite, en dessous, on retrouve le format demi-Ironman, qui est la moitié, donc 1,8, 90 et 21. Et ensuite, on retrouve le format distance olympique, ou courte distance qui est présent aux Jeux Olympiques, donc 1,5 km de natation, 40 en vélo et 10 km à pied. Et en dessous, on retrouve le format sprint, où là, c'est la moitié du format à courte distance, 750, 20 et 5. Et on voit apparaître maintenant des formats super sprint qui sont encore plus courts. Moi, je trouvais déjà qu'il fallait être fondu pour faire à 3 km 880, il y a un marathon. Et tu découvres qu'il y a des gens qui font, explique-le, moi je trouve ça après, on a vraiment les épreuves extrêmes où on a des doubles Ironman, des triples Ironman, voire des DK Ironman. Où là, on enchaîne 10 Ironman, quoi. Enfin, l'équivalent de 10 Ironman. C'est-à-dire c'est 38 km en vélo. C'est 38 km de natation, c'est 1800 km de vélo et 420 km à pied. C'est fou. Ouais, c'est fou. Fou. Alors, la question que je vais te poser, que les gens peuvent se poser aussi, qu'est-ce qui te motive quand tu fais des épreuves de si longue durée? Quand tu faisais le triathlon dans le format semi-Ironman, c'est combien d'heures de souffrance ou d'heures de plaisir pour toi? Alors, sur un Ironman, pour moi, j'en ai fait qu'un étant donné que ce n'est pas mon format de prédilection. J'ai mis 10 heures sur l'Ironman de Nice, qui était une contre-performance. Après, sur le format demi-Ironman, j'avais dû mettre 3h56. Donc là, c'est quand même intense dans la durée. D'accord. Quand tu fais 3h56, le deuxième, il est à combien à peu près? Sur cette épreuve-là, je crois que j'avais dû gagner avec 2 minutes, 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance, ça fait combien de kilomètres? Ça fait un peu moins de 2000 mètres.
un peu moins d'1 kilomètre. Un peu moins d'1 kilomètre. Voilà, en courant toujours donc, dans la catégorie amateur. D'accord, ok, tout à fait. Et qu'est-ce que tu vas chercher comme satisfaction? C'est le fait d'arriver, c'est ce qui se passe au niveau endorphine? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu peux parler? Alors en fait, à la base, je ne recherche pas le résultat, je ne recherche pas forcément la gagne. Enfin, ce qui m'animait en fait à la base, c'était pas ça, c'était plutôt le processus d'entraînement et la progression. C'est-à-dire le chemin donc. Le chemin, en gros, c'était qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences physiques, mentales, jusqu'où je peux aller. C'était plutôt ça qui m'animait. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, je prenais aussi plaisir à me confronter aux autres, à aller dans la compétition pour l'adrénaline, pour le stress que ça peut induire. Donc finalement, c'est à la fois, on va dire, une hygiène de vie. Ça me permet de me faire plaisir et de me faire du bien, parce que j'adore aller courir, j'adore aller nager. Et à la fois, ça me permet aussi de me dépasser et de me créer des défis ou des challenges. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon objectif, j'ai le chemin pour aller dans quel objectif, j'ai les étapes à valider, et ça me passionne parce qu'on est dans le développement personnel aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Alors moi, ce que je trouve remarquable, c'est l'approche de la course. Quand tu arrives le matin, tu es dans quelle sensation avant de démarrer? Le matin donc de la compétition? Oui, de la compétition. Tout dépend de ma préparation, tout dépend de mon état d'esprit à cet instant T. Après, très sincèrement, quand ma préparation a été optimale et que j'ai confiance en moi, le matin de la course, j'ai confiance, j'arrive, j'ai l'intuition que ça va marcher, que je vais réussir. Tout à fait. Donc là, c'est plutôt positif. Après, dans une préparation qui a été tronquée ou mal établie, obligatoirement, on se retrouve dans un état d'esprit qui est moins positif. Ok. Et voilà. Donc, tu arrives à la course avec les problèmes de la vie quotidienne, quelque part. Ok. Au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est variable en fonction des compétitions. Ah, ok. Vraiment variable. Voilà. Il y a des éléments qui sont très déstabilisants, d'autres qui vont renforcer donc, la confiance en soi. Rien que le départ en natation va tout conditionner. C'est-à-dire que quand au départ déjà on se fait taper dessus et qu'on se fait rétrograder donc, au niveau des classements et qu'on se retrouve 40e alors qu'on pensait être dans le premier paquet, c'est déjà très compliqué parce que du coup tout ce qui avait été prévu tombe à l'eau et là il faut retrouver donc, des ressources qui vont nous permettre de rebondir. Quand au départ tout de suite on se retrouve dans le schéma établi qui a été prévu, là, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on rentre dans une spirale positive et on se dit, ça marche. Donc maintenant, ça marche, donc j'y vais. Voilà. Et je dois rester dans ce qui a été prévu. Alors moi, ce que j'aime, c'est parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans des préparations longues ou de vélo, parce que j'ai formé médecin sportif dans des équipes cyclistes professionnelles, dans le marathon et autres. Et ce que j'entends dire à chaque fois, c'est qu'ils sont dans une forme d'hypnose qui font qu'ils arrivent à se projeter, à être dissociés, à se regarder. Donc que ce soit même des fois des triathlètes, je ne travaille pas avec les gens du même niveau que toi, mais sur un triathlon, ils disent la natation, c'est le seul sport dans ces trois disciplines où on a du mal à être en hypnose. Le vélo, ok, on est dans une forme d'hypnose en marathon. Or toi, tu me dis que c'est celui que tu préfères. Je trouve ça génial et je voudrais que tu expliques un petit peu aux auditeurs. C'est parce que tu as démarré très jeune et que quelque part tu as créé des connexions. C'est ça. Voilà. Moi je pense que la capacité à se visualiser, que ce soit donc à la première personne ou à la troisième, elle dépend de son niveau d'expertise. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est triathlète mais qui est non nageur à la base, il doit en permanence se focaliser sur des déterminants techniques. C'est-à-dire comment je nage donc à l'instant T, comment je dois rentrer ma main dans l'eau, et du coup, comme on est trop attentif à des déterminants techniques, on ne peut pas se sortir. C'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est ça. Donc après, je pense que c'est pas le sport qui fait que tel sport est difficile pour se visualiser, c'est plutôt son expertise dans ce sport. Moi, je suis plutôt nageur et coureur, et du coup, mes automatismes en natation ont été créés très jeunes. Donc je nage de manière automatique. Ça veut dire que quand je nage, je suis capable de mettre en place une stratégie de visualisation et de me voir nager alors que je suis en train de nager. Ok. Alors, ce qui m'intéresse, on parle beaucoup de l'état de zone, le fameux flow, la fluidité neuronale qui se fait où tu ne réfléchis plus. Est-ce qu'elle se produit
en course, à un moment donné, c'est tout le temps quand tu fais le vélo ou la natation ou la course, est-ce que ce fait parce qu'il y a une montée d'adrénaline, parce que tout d'un coup tu es obligé de te dépasser et ça oblige à un défi supplémentaire? Est-ce que des fois elle n'arrive jamais? Est-ce que tu as des stratégies? Comment elle arrive? Comment tu le sens? Est-ce que c'est quelque chose de déterminant pour toi, cet état de zone-là? Tout dépend des formats de course, des circonstances de course, c'est extrêmement variable. On peut être déstabilisé, du coup ne jamais le rencontrer, on peut se retrouver dans une stratégie, dans un format de course qui se passe de manière optimale et du coup on arrive à rentrer dedans. C'est hyper variable en fait. Ça demande de fait une adaptation permanente. Parce que c'est ça qu'on dit. L'état de zone, il faut l'avoir connu pour pouvoir le faire revenir. Mais si on n'a pas connu, c'est délicat. C'est délicat, voilà. Alors est-ce que tu arrives à le faire régulièrement? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que, ce que j'ai entendu dire, beaucoup de sportifs, je pense à Schumacher, à Zidane, qui avaient arrêté, alors qu'ils avaient tout gagné, ils n'avaient pas besoin d'argent, sont revenus au sport, de haut niveau. Zidane quand il est revenu en 2006, Schumacher après 3 ans et demi d'absence, parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'état de zone. Le fait qu'ils soient dans la vie quotidienne fait qu'ils n'ont plus retrouvé ça, et qu'en fait, c'est plus largement la gloire qu'ils cherchent, mais c'est ces sensations de béatitude extraordinaires. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'on éprouve dans le sport de très haut niveau? Moi, je suis en accord. Je suis en accord avec tout ça. Ouais. Je pense que dans le sport, on crée une forme d'addiction par des sensations ressenties, par des émotions ressenties, des sensations de bien-être. On connaît donc le rôle des endorphines ou des bêta-endorphines qui vont faire que quand on arrête, il y a une forme de manque, il y a une forme de recherche de cette stimulation-là. C'est pour ça qu'il y a tant de sportifs de très haut niveau qui basculent soit dans l'alcool ou dans la drogue en fin de carrière, parce que du coup ils recherchent cette sensation d'ivresse qu'ils avaient dans le sport. Donc je le conçois, je l'ai vécu. Dans une période où je me suis beaucoup moins entraîné, j'ai ressenti cet état de manque, mais c'est une évidence. Voilà, alors c'était la question corollaire que je vais te poser. Si tu ne t'entraînes pas de 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe et quelle est la capacité maximum que tu as à ne pas t'entraîner? C'est-à-dire tu peux avoir combien de carences en entraînement? Alors tant que ça reste 2-3 jours, comme c'est que 2-3 jours, du coup ça peut être même perçu comme une phase de récupération. Ça veut dire que ça peut être perçu comme une phase de récupération, de coupure pour rebondir, être reposé et repartir à l'entraînement. Donc quand elle n'est pas subie, c'est pas un problème. Quand c'est 2-3 jours déjà qui sont subis et qui ne partent pas de ma volonté personnelle, là il y a un état de manque parce que je me dis wow, c'est pas normal, j'ai envie d'y aller et je ne peux pas y aller. Ça c'est génial. Donc voilà. Côté automatique. C'est ça. Et après, pour répondre précisément à ta question, quand je suis vraiment dans des périodes de charge importante et que du coup j'ai créé une addiction importante, au bout de 3-4 jours, déjà, surtout si je n'ai pas d'autres activités qui me permettent de dériver un peu de ça, je commence à être sur les nerfs. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse toujours dans la pratique des sportifs de haut niveau, parce qu'on sait qu'une épreuve, championnat du monde, il y en a un par an. Voilà, donc il y a 1 an d'entraînement. Donc il y a une compétition qui donne une motivation, d'accord, mais comment on fait pour se motiver pendant ces temps à haut niveau en allant s'entraîner tous les jours, maximum tous les 2 jours, c'est plutôt tous les jours chez toi, comment tu fais pour être motivé tout le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, quel que soit le temps, qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a des jours où tu as envie de rester, voilà, comment tu fais pour te motiver? Déjà, je pars du principe que la première chose, c'est que je suis en bonne santé et que c'est déjà une chance. D'accord. Donc quand parfois j'ai pas envie de m'entraîner, je me projette dans des états de santé défaillants et je me dis non mais il y a quand même beaucoup de personnes qui seraient contentes d'être à ta place et qui aimeraient aller nager 3 km tous les jours. Donc ne te plains pas quoi. Et du coup ça c'est un moteur, il y a un autre moteur qui est juste le fait que j'adore ça. J'adore les sensations de l'eau quand je nage, j'adore les sensations de la course à pied quand je cours en forêt, c'est grisant, c'est vraiment... Surtout qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Parfois on a des baisses de régime évitables, c'est donc inévitable étant donné qu'on s'entraîne beaucoup, il y a une forme de monotonie et c'est là où je me relance en me disant mais
tu as de la chance de faire ce que tu as envie de faire. D'accord. Donc ne te plains pas, quoi. Donc relativisation. Donc, relativisation. Okay. Bien sûr, et toutes les techniques d'hypnose, d'auto-hypnose que tu connais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pour un lambda, celui qui n'est pas dans la visualisation. Auto-hypnose, c'est une relativisation de voir le côté positif des choses, le recadrage. C'est ça. Voilà, ok. Et puis un pourquoi. Pourquoi on fait ça? Eh oui. Pourquoi on fait ça? En fait, on revient à l'essence de ce que j'ai dit, voilà. C'est qu'on le fait parce qu'on aime. Moi, je suis un amoureux de la gestuelle sportive, je fais ça parce que ça me fait du bien, je cherche à comprendre pourquoi et comment je peux progresser. Si je progresse, pourquoi j'ai progressé, c'est un cheminement, c'est un jeu de questions-réponses. Voilà. Mais il y a aussi un méta-pourquoi, il y a le pourquoi du pourquoi, mais on en parlera hors antenne. Voilà, dernière question sur la performance. Quand tu arrives, après 4 heures d'effort, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce que tu reviens sur Terre? Ou est-ce que tu es dans un bain d'endorphine? Waouh, laissez-moi tranquille, je suis sur ma planète. Qu'est-ce qui se passe quand on franchit la ligne d'arrivée? Le premier déterminant, c'est le résultat. Le résultat. Quand on a travaillé, cerveau gauche. Voilà, c'est ça. Donc quand on a travaillé 1 an et qu'on était là pour faire tel résultat, s'il est atteint, c'est évidemment un bain d'endorphine, un bain de bien-être. Voilà. S'il n'est pas atteint, c'est plus problématique. C'est plutôt des sensations négatives. J'ai passé X temps dans un entraînement, j'ai pas réussi l'objectif. Voilà. Après, donc, au-delà de la quantité d'endorphine générée par l'effort, c'est plus ou moins impacté par le résultat. Par le résultat. C'est pas uniquement la souffrance ou le fait que tu as créé des endorphines par rapport, on va dire, aux 3h30, 4h, c'est je sens des endorphines, mais que je vais libérer ou pas. Je les libère de toute façon. Mais cette libération-là, pour l'hypnothérapeute. Cette libération-là va avoir un impact plus ou moins différent en fonction du résultat et de comment j'interprète mon résultat. Ok, donc tu vois ce qu'on peut amener aux personnes qui regardent et qui sont vraiment intéressées par tes services. Parce que vous voulez vous lancer dans le marathon, vous voulez vous lancer dans le biathlon, l'aquathlon, le trail, l'ultra-trail, puisque tu es performant, et on va en parler tout à l'heure pour les gens qui veulent se former avec toi, à cette technique-là. Il y a peut-être des possibilités de pouvoir amener la génération d'endorphines comme un moyen et pas une conséquence. Un peu comme Pavlov. La cloche qui sonne, bing, tu salives. Voilà, l'endorphine qu'il y a, tu vois, pour pouvoir motiver les gens, faire passer le niveau. L'idée vient de me venir, on va en parler. Voilà, donc ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'effectivement les endorphines sont libérées, mais elles vont être impactées par quelque chose qui va amplifier, c'est le résultat. Amplifier ou au contraire, donc inhiber. C'est pas forcément que la sensation, c'est ce qui m'intéressait, de l'instant présent. Tu as vécu un instant présent, tu as les endorphines, mais à un moment donné, la réalité reprend son cours, tu redescends sur Terre, et le cerveau gauche va... C'est ça. Et du coup, c'est l'interprétation du résultat qui va faire que... L'interprétation. Donc on revient dans quelque chose qui, à mon avis, peut être super amélioré. Et ça, c'est... Peut-être vous avez une chance énorme, parce que là, vous avez un vrai professionnel, un champion, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un quadruple champion du monde, même si c'est amateur, dans les longues courses, quelles qu'elles soient, que ce soit les courses de montagne, que ce soit la randonnée, le VTT, que ce soit le ski de fond, que ce soit le biathlon, la natation longue durée, etc., qui allie les formations d'hypnose, de coaching mental et nutritionniste pour pouvoir effectivement apporter à la fois un apprentissage nouveau, parce que c'est pas facile de souffrir. Non, c'est pas facile. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile, et c'est bien d'avoir des techniques d'hypnose, d'auto-hypnose que tu pourras apprendre aux gens qui vont faire appel à toi. Mais de comprendre qu'également, et ça j'adore parce que je te vois, on se taquine toujours sur la nutrition. On est nutritionnistes tous les deux. La seule différence, c'est que moi je ne suis pas végétarien. Ça se voit d'ailleurs. Là vous avez un pur végétarien. Pas un pur végétarien. 98%. Mais c'est vrai que je m'autorise un apport en protéines animales ponctuel quand je ressens le besoin. Voilà, mais donc ça reste quand même relativement rare. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'on n'est pas pour faire l'intégrisme du sectarisme, il faut que les gens le sentent, etc. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir s'il y a des rugbymen ou des gens qui sont dans des sports de contact ou d'intensité forte,
qui sont végétariens. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment rencontré. On en rencontre, on en parle souvent sur l'haltérophilie, sur des choses où il y a de l'explosivité, mais pas forcément dans une performance. Donc s'il y a des gens qui lisent, qui voient et qui regardent, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Ça nous intéresse à tous les deux. Voilà, donc Florian va pouvoir vous orienter, si vous le souhaitez, à la fois sur le coaching mental, parce que ça peut être à la fois une pratique pour se dépasser, vouloir se mettre à des courses d'endurance, pour dépasser, avoir une capacité à atteindre les objectifs, mais ça peut être uniquement pour le corps. C'est ça. Ça peut être une détente, ça peut être découvrir ses limites, ça peut être découvrir son corps, ça peut découvrir... Les objectifs sont extrêmement variés. Ça peut être un objectif de santé, mais qu'il soit physique ou mental. Ça peut être un objectif de performance, de dépassement de soi. Ça peut être un défi personnel, ça peut être un challenge. Ça peut être... Voilà, c'est vaste. En fait, tout dépend de l'objectif de chacun, quoi. Moi, mon objectif, c'est de te battre à la console quand on fait les courses sur le jeu vidéo. Voilà, je te challenge. Ok. Bon, écoute, tu vas donner tes coordonnées et surtout donc ton site internet pour trouver, on le mettra sur la vidéo YouTube pour tous les gens qui veulent faire appel à toi, soit parce qu'ils sont intéressés d'avoir une pratique du sport d'endurance, quel qu'il soit, soit parce qu'ils veulent atteindre les objectifs, veulent préparer des championnats avec toi, puisque tu prépares pas mal de champions dans pas mal de disciplines, ou parce qu'ils veulent faire du coaching mental en hypnose. Voilà, que ce soit pour atteindre les objectifs à la fois de santé ou de performance. Donc, en gros, le cœur du projet, c'est allier la préparation physique, la préparation mentale via l'outil de l'hypnose et la préparation nutritionnelle dans un objectif de santé ou de performance ou de très haut niveau, quoi. Voilà, et moi ça me soulage parce que je viendrai moins souvent. Je regarde Aix-les-Bains, voilà, j'ai Aix-les-Bains, mais toi tu es... ça me permet de me libérer. Écoute, je te souhaite... Merci. Votre préparation, c'est quand le prochain championnat? L'an prochain. L'an prochain, voilà. Mois de septembre. Septembre. Au Canada. Super. Penticton, ouais. Voilà. Passé professionnel, quel niveau, quel moment? Compliqué. Compliqué. Compliqué, j'ai 33 ans. Donc voilà, c'est un projet qui se prépare à 18-19 ans et du coup 33 ans, c'est compliqué. C'est quoi le meilleur âge pour un triathlète? C'est variable en fonction des athlètes. On a des super triathlètes qui ont émergé à 20 ans et d'autres qui ont émergé à 28 ans. Il y en a qui ont des durées de carrière qui durent 10 ans, d'autres qu'on voit que 2 ans à très haut niveau. Après, vraiment, il y a beaucoup de variables. J'ai passé ma vocation, c'est trop tard pour moi. Oh merde, c'est trop tard pour moi aussi. Bon, alors, donne ton nom, donne ton site. Florian Schaeffer. Donc, mon site où vous trouvez tous les éléments relatifs à mon projet, www.schaeffercoaching.com. SCH. Voilà, SCHAFER coaching.com. Ok, écoute, super Florian. Très bien. Toujours bienvenue à Bordeaux. On se voit dans 2 mois du côté de Yona. Du côté de Yona. Ça marche. Allez, à bientôt. Allez. Ciao. Et j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans la préparation de challenge. C'est ça. Dans la durée et l'intensité.